Cornes, défense, queue, il existe des parties du corps des animaux que nous admirons souvent. Mais ces caractéristiques animales ne sont pas seulement esthétiques. Beaucoup d'entre elles servent également d'armes mortelles que les animaux utilisent dans des combats brutaux et des défis pour survivre. Pire encore, ces armes mortelles peuvent parfois se retourner contre les animaux eux-mêmes. Des cornes incarnées aux queues tranchantes comme des lames de rasoir en passant par des intestins les plus dangereux au monde, voici quelques-unes des parties du corps les plus dangereuses des animaux qui peuvent les tuer. Un mal de crâne infernal. Les cornes, ces accessoires fantaisistes que l'on trouve sur la tête des animaux tels que les bovins, les moutons, les chèvres et les antilopes. Les cornes sont composées de kératine, la même protéine qui compose nos cheveux et nos ongles. Mais aussi terrible que puisse être une mauvaise coupe de cheveux ou une manucure ratée, je préfère encore ça à une corne qui pousse vers l'intérieur. Tout comme vos ongles, les cornes poussent continuellement et commencent à se courber à mesure que l'animal vieillit. C'est le cas des moutons à cornes de Whittleshire, dont les cornes poussent et s'enroulent généralement devant leur visage. Si la plupart poussent sans causer de dommages, les cornes qui poussent vers l'intérieur peuvent s'enrouler dangereusement près de la tête. Heureusement, ce mouton s'en est tiré avec des lunettes maison hilarantes, mais parfois, la nature peut vraiment se tromper, comme dans le cas de ce pauvre bélier qui a perdu à la loterie génétique. La courbure de sa corne a fini par pousser dans son propre crâne, le tuant finalement. La présence de rochers et de branches dans la nature permet aux animaux de frotter et de limer leurs cornes pour les maintenir en état, un peu comme vous qui coupez ou limez vos ongles. Mais dans ce cas, il semble que le bélier possédait des gènes défectueux qui ont fait pousser ses cornes à un angle très aigu et dans sa propre tête. Cependant, les gènes défectueux ne sont pas la seule cause de cornes incarnées. Lorsque les mâles de cette espèce se battent pour la domination territoriale, ils se heurtent la tête pour montrer à l'autre qui est le chef. Cependant, l'impact violent de ces combats peut rompre les plaques cornées et dévier la croissance des cornes, ce qui les fait pousser à des angles extrêmes et inflige des blessures aux animaux eux-mêmes. C'est exactement ce qui est arrivé à ce pauvre mouflon d'Amérique. Les plaques de croissance de ses cornes ont été repoussées vers l'arrière de sa tête, ce qui a provoqué une courbure si prononcée que ses cornes ont fini par lui déchirer le nez. Ouais, douloureux. Les animaux sont également plus susceptibles d'être blessés par le déplacement des plaques cornées pendant la saison du rut s'ils présentent déjà des anomalies génétiques. Cela peut rendre leurs cornes plus faibles et plus fragiles que celles de leurs adversaires. Une combinaison malheureuse dont a souffert ce kudu africain. Il s'agit d'une antilope dont les gènes défectueux lui ont laissé une corne gauche faible qui a été complètement inversée par un coup brutal de son adversaire pendant le rut. Incroyablement, ce kudu coriace a survécu à sa blessure. Cependant, sa cécité ne l'a probablement pas aidé lorsqu'il s'est retrouvé face à un chasseur. De mauvais gènes, un mauvais rut et un mauvais chasseur, on dirait bien que les malheurs ne viennent jamais seuls. Les animaux sauvages ne sont toutefois pas les seuls à souffrir de cornes incarnées. Les bovins domestiques peuvent également en être victimes. Aujourd'hui, la plupart des éleveurs qui n'aiment pas se retrouver face aux cornes acérées de leur bétail écorchent les veaux à la naissance. Cependant, un écorchage mal effectué peut entraîner une corne incarnée plus tard dans la vie. Cela peut également être causé par des taureaux adolescents qui se battent entre eux et se fracturent les cornes, ce qui les fait pousser à des angles très bizarres, comme ce taureau qui fait un dab. Heureusement, des éleveurs attentifs comme celui-ci peuvent toujours lui venir en aide. À l'aide d'un câble métallique, il passe celui-ci dans la courbe de la corne et scie délicatement l'extrémité dangereuse sans blesser l'animal. Ouais, on peut voir le soulagement sur le visage de ce bovin, et je suis sûr qu'il est vraiment soulagé. À travers les défenses. En matière de défense imposante, intimidante et recourbée, aucun animal ne peut rivaliser avec le babirusa. Ce sanglier originaire d'Indonésie est une espèce apparue il y a plus de 35 000 ans. Elle ressemble presque à des cornes, mais les défenses du babirusa sont en réalité des canines supérieures qui transpercent la peau de son museau. On pense que ces défenses terrifiantes ont évolué pour protéger leurs yeux et leur gorge des coups portés par les défenses inférieures des mâles lors des combats de la saison des amours. Les habitants d'Indonésie croient qu'ils les utilisent pour se suspendre aux arbres à l'affût des femelles et qu'ils ne descendent que lorsque celles-ci apparaissent. Heureusement, ce n'est qu'un mythe, vous n'avez donc pas à craindre que l'un de ces cochons vous tombe sur la tête de sitôt. Si les défenses du babirusa l'aident à séduire des femelles, cette caractéristique préhistorique présente toutefois de sérieux inconvénients. Si un mâle ne les use pas régulièrement, ces défenses peuvent atteindre 30 cm de long et finir par se recourber vers l'intérieur de leur crâne. Selon la profondeur à laquelle elles pénètrent, elles peuvent rendre le babirusa aveugle ou pire encore, le tuer. Imaginez-vous gagner toutes les femelles pour finir tuées par vos propres dents? Quelle fin tragique! Bon, à votre avis, quel sort pourrait être le pire? Être blessé par vos propres cornes ou renversé par vos propres dents? Pour les cornes, cliquez sur j'aime, pour les dents, cliquez sur s'abonner. C'est fait? Super, alors on en était où là?
Coincés dans une ornière. Au lieu d'arborer des cornes ou des défenses, la plupart des cerfs ont des bois qui poussent sur leur tête comme des couronnes majestueuses. Contrairement aux cornes qui sont constituées de kératine, les bois sont entièrement faits d'os. Cela semble assez permanent, mais les bois poussent et tombent chaque année, ce qui coïncide avec le début et la fin de la saison de reproduction. Les bois en développement sont recouverts d'une peau protectrice riche en vaisseaux sanguins appelés velours. Mais une fois que les bois sont complètement développés, le velours est perdu par le cerf d'une manière assez sinistre. On dirait que Bambi est prêt pour une fête d'Halloween. Mais la perte du velours ne nuit pas au cerf, qui le mange comme un encas nutritif. C'est un peu comme si les humains mangeaient leur propre croûte. Ouais. Une fois le velours perdu et les bois complètement développés, les cerfs mâles les mettent à l'épreuve dans de féroces combats de rut où ils se battent pour la domination sur les femelles disponibles. Un cerf mange et dort à peine pendant la période du rut et peut perdre jusqu'à un tiers de son poids corporel au cours des 2 semaines de combats incessants. Les blessures courantes comprennent des blessures perforantes, des yeux crevés, des pattes cassées et des abcès cérébraux causés par des bois arrachés. Pire encore, les bois de cerf peuvent s'entrechoquer, ce qui signifie qu'ils peuvent se retrouver coincés avec leur pire ennemi pour une durée indéterminée. Dans les cas les plus extrêmes, un cerf peut finir par arracher la tête de son rival. Ouais, on peut dire que c'est une prise de tête brutale. Si se battre avec ces bois est dangereux, le simple fait de les voir pousser peut être mortel. Certaines anomalies graves pouvant les faire pousser de manière incontrôlable comme ici. Une série de facteurs génétiques ont probablement conduit les bois de ce jeune cerf à atteindre une taille monstrueuse. Mais avec une telle envergure, il peut à peine bouger la tête et risque à tout moment de perdre l'équilibre. Mais ce n'est pas le pire qui puisse leur arriver. Les bois en croissance sont richement irrigués. Mais si le tissu osseux mou est endommagé pendant leur développement, cela peut provoquer un effet de poche sanguine. Et c'est là que les artères rompues accumulent le sang dans l'enveloppe veloutée, comme c'est le cas pour ce pauvre cerf. Je voudrais pas être là quand cette poche éclatera. Dans d'autres cas, les cerfs sont porteurs de traits génétiques qui peuvent provoquer des anomalies telles que des pointes tombantes, c'est-à-dire des pointes qui poussent vers le bas ou même s'inversent. Cela peut causer de graves problèmes durant la saison du rut si le cerf finit par être poignardé par ses propres bois. Cependant, la génétique n'est pas la seule cause des pointes tombantes, car les blessures infligées aux cerfs pendant la saison du rut peuvent endommager les nerfs qui affectent la croissance future des bois. Plus étrange encore, des blessures squelettiques sur d'autres parties du corps peuvent affecter leur croissance. Une blessure à un membre postérieur entraînera une croissance anormale des bois du côté opposé, tandis qu'une blessure à un membre antérieur affectera les bois du même côté. Ainsi, un cerf avec une patte arrière droite cassée peut se retrouver avec des bois gauche tordus. Ouais, les scientifiques appellent cela l'effet contralatéral, qui consiste en une redirection des ressources internes d'un cerf blessé vers d'autres parties de son corps. Le cerf peut ainsi accélérer la guérison de ses blessures squelettiques en sacrifiant l'os et le sang utilisés pour fabriquer un bois. Ouais, plutôt incroyable. Des ongles terribles. Les ânes et les chevaux n'ont pas de cornes comme les cerfs ou les bovins, mais ils ont des sabots qui, tout comme les cornes, peuvent pousser de manière incontrôlable. Les sabots sont en fait des ongles très épais qui ont évolué à partir de l'élargissement du doigt central du pied de l'animal il y a des millions d'années. Et comme tous les ongles humains, s'ils ne sont pas coupés ou limés régulièrement, ils continuent de pousser et prennent une forme recourbée et noueuse. Mais ces ongles trop longs ne sont pas seulement disgracieux, ils ont également des effets graves sur la santé de l'animal. Un cheval aux sabots trop longs marche sur la pointe des pieds, ce qui provoque un étirement excessif des tendons, entraînant de l'arthrite, une atrophie musculaire et une perte osseuse. Au bout d'un certain temps, la douleur devient si intense que les animaux ne peuvent plus marcher. Incapables d'atteindre leur nourriture ou l'eau, ils finissent souvent par mourir. Malheureusement, chez les chevaux domestiques, les sabots trop longs sont généralement le résultat de négligence et de mauvais traitements. Les ânes et les chevaux qui ne peuvent pas user naturellement leurs sabots en marchant sur des surfaces dures sont souvent élevés dans des conditions exiguës et inconfortables. Heureusement pour ces ânes, il y a toujours un bon samaritain dans les parages pour leur prodiguer des soins d'urgence. Les fourmis kamikazes. Jusqu'à présent, on a parlé d'armes de grands animaux, mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe dans le monde des insectes des créatures redoutables capables de se transformer en petites grenades? Voici la Colobopsis explodens, une espèce de fourmi que l'on trouve dans les jungles d'Asie du Sud-Est. Comme les autres espèces de fourmis, les colonies de Colobopsis explodens sont dirigées par des fourmis ouvrières qui cherchent de la nourriture et entretiennent le nid. Mais si la colonie est attaquée par une espèce rivale, ces fourmis ouvrières peuvent se sacrifier et emporter leurs ennemis avec elles dans un dernier acte explosif. En effet,
Deux glandes surdimensionnées remplies de poison s'étendent sur toute la longueur du corps de la fourmi. Ainsi, lorsque le combat tourne mal, la fourmi ouvrière contracte violemment ses muscles abdominaux, provoquant la rupture de ses glandes. Les fourmis meurent presque instantanément, mais cet acte n'est pas vain. Leurs contractions projettent une sécrétion collante dans toutes les directions et enveloppent les ennemis de la fourmi. Cette colle chimique corrosive agit comme un irritant, en mêlant et immobilisant tous les insectes à proximité. Apparemment, cette substance épaisse ressemble à de la colle et a également une odeur de curry épicé. Mais ne vous y trompez pas, elle n'est absolument pas comestible. Cela dissuade tout prédateur futur de tenter à nouveau d'attaquer la colonie, faisant ainsi savoir aux autres insectes de la jungle qu'il ne faut pas se frotter à ces fourmis redoutables. Étonnamment, il s'agit également d'une méthode kamikaze utilisée par une espèce de termite présente au Vietnam, les Globithermes sulfureus. Entre 5 et 10% de ces colonies de termites sont composées de termites soldats dotés de glandes remplies de poison situées de chaque côté de leur corps segmenté. Lorsque les colonies de termites sont attaquées, ces termites soldats se déploient et repoussent les hordes envahissantes. Mais leur arme de défense ultime est aussi leur plus grande arme offensive. Ces termites peuvent contracter rapidement les muscles de leur mâchoire mandibulaire, comprimer les parois de leurs glandes à venin et pulvériser un liquide épais et gluant de couleur jaune sur leurs ennemis. Ce liquide durcit rapidement au contact de l'air comme du ciment pour insectes et emprisonne les fourmis et autres termites ennemis dans une mort collante aux côtés du termite soldat. Ouais, qui aurait cru que la guerre à petite échelle pouvait être aussi extrême? Une piqûre mortelle. Est-ce que vous avez déjà été piqué par une abeille? Ouais, c'est plutôt horrible, mais même si ça fait mal, c'est en réalité l'abeille qui y laisse sa peau. En effet, son dard reste planté dans votre peau. Ça provoque une rupture abdominale massive, déchirant une partie de son tube digestif ainsi que des muscles et des nerfs, entraînant la mort de l'abeille. Tout à coup, cette petite piqûre ne semble plus si douloureuse, hein? Cependant, ce n'est pas ce que la nature avait prévu au départ. En fait, les dards des abeilles mellifères ont évolué pour contenir 2 micro-rangées de lames en dents de scie qui peuvent percer l'exosquelette dur des insectes qui tentent d'envahir leur ruche. Grâce à leur conception, les abeilles peuvent utiliser leurs dards à plusieurs reprises pour attaquer. Mais la peau fibreuse des mammifères s'accroche à ces lames en forme de scie lorsque l'abeille tente de retirer son dard. Pour s'échapper, le dard doit donc être arraché de son corps. Les abeilles sont peut-être de féroces combattantes dans le monde des insectes, mais leurs dards se retournent contre elles lorsqu'elles les utilisent contre les humains. Des enfants cannibales. Parfois, ce n'est pas une partie du corps d'un animal qui peut se révéler être son pire ennemi, mais ce que son corps produit. Si vous ne me croyez pas, jetez un œil au processus de reproduction des araignées sociales africaines. Pendant la saison de reproduction, les araignées femelles de cette espèce produisent de plus grandes quantités d'enzymes et se gavent de toutes les proies qu'elles peuvent attraper. Puis, après l'éclosion des araignées nées de la couvée d'environ 30 œufs, la mère régurgite le mélange de proies digérées pour les servir à ses petits. Rien de tel que de la cuisine maison de maman, hein. Mais le dessert est le vrai régal. En effet, l'énorme quantité d'enzymes produites par la maman ne se contente pas de décomposer les proies. Elle commence également à décomposer son propre corps de l'intérieur, à tel point qu'elle meurt peu après avoir servi le repas. Et les bébés araignées se régalent alors de son cadavre. Rien de tel qu'une portion fraîche du jus de maman pour grandir et devenir fort, hein. Queue en rasoir. À première vue, la forme battante et plate d'une raie pastenague vivant dans la mer ne semble pas très dangereuse. Mais en y regardant de plus près, on découvre que même elles doivent se protéger. En effet, la queue d'une raie est longue et effilée comme un fouet, à l'extrémité de laquelle se trouvent des épines venimeuses. Le venin complexe contenu dans ces épines provoque une douleur intense, et les épines elles-mêmes sont si acérées qu'elles peuvent transpercer les muscles comme un couteau. Certaines parties de l'épine peuvent également se casser et rester logées dans la peau, injectant du venin et provoquant une infection grave. Même les surfeurs les plus endurcis ont déjà été réduits en larmes par les blessures causées par ces raies. Mais l'épine de la raie peut également causer des dommages à la raie elle-même. Les raies donnent naissance à leurs petits vivants qu'elles portent dans un utérus un peu comme les humains. Mais ces aiguillons sont si dangereux que les raies fœtales ont développé des capuchons pour empêcher leur queue de lacérer la mère de l'intérieur. Si un petit perd son capuchon trop tôt, il peut causer de graves douleurs et de lésions internes à sa mère. Ce serait comme si les bébés humains avaient des lames de rasoir attachées aux pieds alors qu'ils sont encore dans l'utérus. Comme si l'accouchement n'était déjà pas assez un cauchemar. Tellement choquant. Célèbres pour leur capacité à produire un choc électrique, les anguilles électriques sont l'un des rares animaux à pouvoir prétendre avoir un véritable super pouvoir. Mais comme l'a dit Spider-Man, With great power comes great responsibility.
Et pour les anguilles électriques, cette capacité électrique peut également avoir des conséquences choquantes. Malgré leur nom, les anguilles électriques ne sont pas de véritables anguilles. Il s'agit en fait d'une espèce de poisson-couteau. Attendez, ça fait pas d'elles des poissons-chats? Ce serait certainement un rendez-vous galant mémorable. Mais ne vous inquiétez pas, elles préfèrent vivre dans des cours d'eau boueux du bassin amazonien en Amérique du Sud, où elles utilisent leurs étincelles électriques pour chasser et étourdir leurs proies. Les super pouvoirs électriques de ce poisson proviennent d'environ 6000 cellules spécialisées appelées électrocytes, situées à l'intérieur du corps fin de l'anguille, qui stockent l'énergie comme de minuscules batteries. Lorsqu'elles sont menacées ou qu'elles attaquent une proie, les anguilles peuvent produire une décharge pouvant atteindre les 800 volts. La tension au secteur aux États-Unis est fixée à 120 volts maximum. Brancher une anguille électrique dans une prise secteur provoquerait une surcharge et ferait sauter les circuits de toute une maison. Mieux vaut donc les laisser débrancher. Mais cette capacité électrique peut également avoir des conséquences mortelles pour l'anguille elle-même. Si un courant électrique aussi puissant traversait le cœur ou le cerveau de l'anguille, cela la tuerait instantanément. En fait, tous les organes de l'anguille électrique sont comprimés par sa tête. Le reste de ce long corps mince n'est qu'une queue semblable à une batterie. Lorsqu'elle se charge, les anguilles électriques se redressent pour former une tige rigide avant de se recourber en forme de U, la tête légèrement en avant de l'extrémité de la queue. En effet, le courant électrique emprunte le chemin le plus court possible le long d'un gradient de potentiel. Or, le gradient de potentiel d'une anguille électrique se situe entre le sommet de son corps chargé positivement, juste derrière sa tête et ses organes, et l'extrémité de sa queue chargée négativement. Si l'anguille se trompe ne serait-ce que légèrement dans le positionnement de sa tête, paf, le courant électrique traverse son cœur et la tue. Ces erreurs sont susceptibles de se produire lorsque l'anguille est stressée ou menacée par un prédateur. Les mathématiques sont déjà assez compliquées, alors imaginez quand vous êtes sur le point d'être dévoré vivant. Heureusement, ou malheureusement pour elle, ce n'est qu'une erreur que l'anguille électrique ne commettra qu'une seule fois, car il n'y a pas de seconde chance quand on manipule des tensions élevées. Des pauses toilettes mortelles. Les paresseux, ces adorables mammifères lents qui vivent dans les arbres tropicaux, semblent ne se soucier de rien. Mais en réalité, les selles d'un paresseux sont si mortelles qu'il risque sa vie à chaque fois qu'il va aux toilettes. Les scientifiques ont décrit leur passage aux toilettes comme s'apparentant davantage à un accouchement qu'à une pause toilette comme vous et moi. Un paresseux perdant jusqu'à 1/3 de son poids corporel en une seule selle. Heureusement, les paresseux ne doivent faire cette pause toilette qu'une fois par semaine grâce à leur métabolisme extrêmement lent. Faire ses besoins est la seule raison pour laquelle un paresseux quitte régulièrement son arbre, et c'est généralement le seul moment où il se tient debout. Une fois descendus de leur arbre, les paresseux exécutent une danse des selles particulière, se déplaçant en traînant les pattes pour creuser un petit trou dans lequel ils défèquent. Après avoir déféqué, ils font une autre petite danse pour recouvrir leurs excréments avec des feuilles mortes avant de remonter lentement dans l'arbre. Donc, si vous vous trouvez un jour dans la forêt tropicale et que vous voyez un paresseux danser, c'est pas qu'il est content de vous voir, mais qu'il répond à l'appel de la nature. Cependant, en descendant de leur arbre, les paresseux compromettent leur camouflage. Ils se déplacent si lentement que des algues poussent dans leur fourrure, leur offrant un déguisement parfait pour se fondre dans le feuillage vert de la canopée de la forêt tropicale. Mais au sol, ils deviennent une cible évidente et lente pour les prédateurs. C'est pourquoi plus de la moitié des paresseux meurent en dehors de leur arbre où ils sont capturés par des prédateurs qui les attendent. Qui aurait cru que le besoin d'aller aux toilettes pourrait devenir une question de vie ou de mort? Mais je vois venir vos questions. Pourquoi ne font-ils pas leurs besoins depuis la sécurité de la canopée? Eh bien, la réponse courte est que personne ne le sait. Certaines théories suggèrent que faire ses besoins depuis la canopée est bruyant et révèle leur emplacement pourtant parfaitement camouflé. Tandis que d'autres pensent que cela pourrait être un moyen de socialiser avec d'autres paresseux. Eh bien, peut-être qu'ils aiment tout simplement faire leur petite danse des fesses. On dirait que c'est le moment fort de leur semaine. Risque de renversement. Les tortues sont célèbres pour leur carapace qui protège leur corps. Les côtes et leur colonne vertébrale sont fusionnées aux plaques osseuses de leur carapace. Et c'est cette lourde armure qui les alourdit, les obligeant à se déplacer lentement en traînant leurs pattes. Bien que la carapace soit un bouclier utile pour se cacher en cas de danger, elle rend les tortues instables et susceptibles de se renverser. Ça peut sembler amusant de les voir se tortiller sur le dos, mais dans la nature, ça peut signifier la mort pour une tortue. En effet, une tortue sur le dos, sans prise sur le sol, est complètement piégée par sa propre carapace, incapable de manger, de boire ou de se déplacer sous un soleil de plomb. Elle est totalement vulnérable et peut être attaquée par n'importe quel prédateur à proximité ou mourir de déshydratation. Les tortues elles-mêmes reconnaissent ce danger de manière si instinctive qu'elles ont souvent été observées en train d'aider leurs congénères renversés en les poussant pour essayer de les remettre sur pied.
Cependant, cette gentillesse a ses limites, car pendant la saison des amours, les tortues mâles s'affrontent et rivalisent pour renverser leurs adversaires sur le dos. Qui aurait cru qu'un simple roulé-boulé pouvait être le coup de grâce ultime? Marsupial fou. Le mois d'août en Australie est une période étrange. Alors que beaucoup profitent du dernier mois de l'hiver dans la Outback, des milliers de petites créatures ressemblant à des souris se désagrègent littéralement. Il s'agit d'Antechinus, des marsupiaux de poche qui poussent la saison des amours à l'extrême. Si vous pensiez que les cerfs en rut et les babiroussas de combat étaient féroces, vous serez stupéfait par les mâles Antechinus, qui considèrent la saison des amours comme le but ultime de leur vie. Submergé par la testostérone et les hormones du stress, ce marsupial velu devient complètement chauve et commence à saigner de l'intérieur. Son système immunitaire ne parvient plus à lutter contre les infections, le laissant couvert de gangrène, et toute son énergie restante est consacrée à la recherche constante de femelles. Ouais, ces petits marsupiaux deviennent fous et peuvent s'accoupler pendant 14 heures d'affilée. À la fin de ces 3 semaines de frénésie, ces minuscules créatures rampent comme des zombies, sauf qu'au lieu d'être à la recherche de cerveaux frais, elles recherchent plutôt des filles. Ouais, carrément creepy. Avant même leurs premiers anniversaires, les mâles meurent d'épuisement à la suite de cette saison de reproduction effrénée. Un seul mâle peut engendrer plusieurs portées, et les femelles peuvent donner naissance jusqu'à 10 petits par saison. Au moins, ils partent en beauté. Bon, selon vous, quelles sont les parties du corps les plus dangereuses des animaux? Et laquelle aimeriez-vous le moins avoir? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.